Le drama commence en hiver, dans un quartier tranquille, lorsque Ji Yeon-hee, une fille timide jusqu'à l'exagération, sort d'une pharmacie avec plusieurs sacs et la tête pleine de nervosité. Ce n'est pas qu'elle fasse quelque chose de bizarre, elle a simplement acheté des choses personnelles, mais dans son esprit, c'est déjà une raison suffisante pour se sentir observée par la moitié de la planète. En chemin vers chez elle, elle remarque que plusieurs hommes la suivent. En plus, ils portent des casquettes, des masques et une aura mystérieuse, comme s'ils sortaient d'un film. Yeon-hee entend l'un d'eux mentionner son nom, et là, son mode panique total s'active. Son imagination s'emballe, elle pense à des infos sur des criminels en liberté, à des coïncidences trop suspectes et au pire scénario possible. Dans un accès de tension, elle lâche ses sacs, ses affaires se répandent partout et, quand les inconnus s'approchent pour aider, elle interprète leur bonne intention comme une menace. Alors elle se met à courir comme si elle était en pleine compétition olympique. Elle arrive chez elle essoufflée, le cœur bondissant, et s'enferme dans sa chambre pour digérer la frayeur. Son grand frère, Ji Kwang-soo, entre pour la taquiner comme d'habitude, parce qu'entre frères et sœurs, c'est la tradition. Elle lui raconte à moitié ce qu'elle a vu, sans être très convaincante, et lui lâche que de nouveaux voisins ont emménagé dans le quartier, de jeunes gars qui attirent l'attention. Ça, dans la tête de Yeon-hee, ne fait qu'empirer les choses. S'il y a des inconnus qui rôdent, alors sa paranoïa a raison. Yeon-hee a un défaut adorable et cruel à la fois. Elle rêve éveillée beaucoup trop. Son esprit passe de « ils m'ont suivi » à « et s'ils étaient beaux » en 2 secondes. Elle s'imagine des scènes dignes d'un film, se voit dans une robe parfaite, entourée de garçons impressionnés. Et soudain son monde devient tout rose. Mais la mère de Yeon-hee la ramène sur terre en criant depuis le salon, lui rappelant que si elle ne se met pas au sérieux, elle lui fera payer un loyer comme si elle était une simple locataire. Cette menace, c'est la seule qui fonctionne instantanément. Avec la peur de tout à l'heure, Yeon-hee vérifie son téléphone à la recherche de nouvelles criminelles. Mais elle finit par tomber sur quelque chose qui la bouleverse autrement. Un titre sur l'un de ses idoles préférées, C1, qui a des problèmes de santé. Comme elle est fan, elle s'inquiète immédiatement, en se disant que ses amis vont faire une crise si elle l'apprennent. Malgré tout, elle essaie d'agir normalement, parce que sa mère lui a déjà fait comprendre que la fantaisie, ça coûte cher. Pendant le petit déjeuner, la mère insiste sur le sujet du quartier. Les nouveaux voisins sont juste dans la maison d'en face, et elle veut que Yeon-hee se tienne bien. Pour couronner le tout, sa mère lui donne un trousseau de clés pour qu'elle le remette aux voisins quand ils passeront se présenter. Yeon-hee essaie d'y échapper, mais encore une fois le mot loyer apparaît et elle ravale sa fierté. En plus, sa mère lui dit, pas question de sortir en pyjama ou en vieux vêtements si elle traverse la rue, parce qu'il faut avoir de la dignité. Yeon-hee prend ça beaucoup trop au sérieux et s'entraîne. Comment saluer, comment sourire et même comment respirer. Et là, le choc arrive, la sonnette retentit. Elle accourt, excitée, convaincue que le destin va frapper à sa porte, ouvre, et tombe sur 2 hommes absolument pas romantiques dans sa tête. Ce n'est pas qu'ils soient des monstres, mais pour ses attentes exagérées, c'est un choc brutal. Elle fait semblant, reçoit ce qu'elle doit recevoir et se réfugie dans sa chambre avec un mélange de déception et de honte. Dans cet enfermement, un autre détail important sur Yeon-hee se révèle. Elle n'a jamais eu de petit ami. Pas parce qu'elle n'aime personne, mais parce que dès que quelqu'un l'intéresse, son corps passe en mode pierre. Elle se fige, rougit, ne sait plus quoi dire, et au final, elle laisse passer toutes ses chances. Alors même si elle rêve d'amour, dans la vraie vie, elle se sent maladroite et sans expérience. Pendant qu'elle dramatise intérieurement, Kwang-soo revient mettre son nez dedans et lui lâche que les voisins ne sont pas si mal. Yeon-hee l'envoie se taire parce qu'elle pense qu'il ne comprend rien. Mais son frère, curieux, regarde la télévision et se rend compte de quelque chose. Les visages des nouveaux voisins ressemblent beaucoup trop aux membres de EXO, le groupe préféré de sa sœur. Il le dit à voix haute et Yeon-hee se moque, parce que ça lui paraît impossible. Comment un groupe célèbre vivrait juste là? C'est comme tomber sur un acteur mondial en faisant la queue à l'épicerie. La mère, cependant, ne lâche pas. Elle décide de leur apporter à manger pour leur souhaiter la bienvenue et, comme Yeon-hee refuse, sa mère joue sa carte finale. Elle dit que si Yeon-hee n'aide pas, elle louera la chambre vide de la maison à un inconnu. Yeon-hee, terrifiée à l'idée de partager un toit avec un étranger, attrape le plateau en un temps record et fonce vers la maison d'en face. Quand elle arrive, la porte est ouverte et elle ne voit personne. Au lieu de déposer la nourriture et de repartir comme quelqu'un de normal, sa curiosité et sa faim la trahissent. Elle s'assoit, goûte un peu par accident et, quand elle s'en rend compte, elle a déjà mangé la moitié du plat. À cet instant, le karma débarque, la nourriture lui reste coincée.
Affolée, elle ouvre le frigo pour chercher de l'eau, boit en urgence et, au moment où elle se redresse, elle se retrouve face à face avec les inconnus de la veille. Mais sans casquette ni mystère, ce sont Chaniol, Déo, Baekhyun et C1, ceux-là même qu'elle idolâtre. Le choc l'emporte. Yeon-hye recrache un jet d'eau sans le vouloir. Et le pire, c'est que ça atterrit directement sur Chaniol. Elle se fige, comme si son âme était sortie prendre l'air. Les garçons aussi restent en pause, essayant de comprendre ce qu'une fille inconnue fait dans leur cuisine, en train de manger leur nourriture et d'en asperger un. En mode survie, Yeon-hye s'enfuit. Elle ne dit pas au revoir, n'explique rien, rien du tout. Elle court jusqu'à chez elle comme si l'apocalypse la poursuivait. De retour dans sa chambre, elle essaie d'appeler sa meilleure amie, Jaeun, pour lui annoncer la nouvelle du siècle. EXO habite en face. Mais son amie ne la croit pas, pense que Yeon-hye délire. Pour le prouver, Yeon-hye lui prête des jumelles et la traîne à la fenêtre pour espionner. Les deux se mettent à observer comme des agentes secrètes, excitées et nerveuses. Mais Yeon-hye n'arrive pas à en profiter parce qu'elle se rappelle l'eau, la nourriture et le ridicule. En plus, l'un des garçons, avec des réflexes de star habitués aux caméras, remarque le regard et tourne justement vers leur fenêtre. Yeon-hye se cache comme si la vitre était transparente et que la honte faisait du bruit. Du côté des garçons, c'est plus simple. Ils ont emménagé là pour se reposer et rester discrets. Ils en ont marre du bruit de la célébrité et veulent vivre tranquillement un moment. Mais dès le premier jour, ils ont déjà une voisine super bizarre qui envahit leur maison. En plus, Chaniol devient sérieux à cause d'un détail. Il a choisi cette maison pour une raison personnelle, quelque chose qu'il cherche depuis des années, même s'il ne l'explique pas clairement à tout le monde. Le lendemain matin, la mère lâche une autre bombe. Yeon-hye sera chargé de nettoyer la maison des voisins comme travail temporaire. Il paie bien, et la mère le vend comme un service pour le pays. Yeon-hye refuse de toutes ses forces, parce que pour elle, ça ressemble à une humiliation. Mais encore une fois la menace de louer la chambre vide revient. Alors elle cède. Sa mère lui impose des règles. Ne pas trop parler, ne pas colporter de ragots, être professionnel, et surtout, ne pas entrer dans la chambre du deuxième étage. Cette chambre est intouchable. Avant de commencer officiellement, les garçons demandent une petite entrevue rapide. Yeon-hye arrive avec les nerfs à vif, répétant des phrases devant le miroir comme si elle allait soutenir une thèse. Pour couronner le tout, Kwang-soo a déjà découvert que les voisins sont des idoles et il devient parano avec des théories ultra bizarres, parce qu'il regarde des clips et croit que tout le monde a des pouvoirs. Dans son désespoir, il prête à Yeon-hye un casque comme si elle partait en mission dangereuse, et elle traverse la rue avec le casque sur la tête, devenant le même du quartier. Les garçons ne savent pas s'ils doivent rire ou s'inquiéter, mais ils la laissent entrer. À partir de là, Yeon-hye commence le travail et découvre que vivre avec des stars ne veut pas dire vie de luxe, mais vie de chaos, de la nourriture partout, des vêtements jetés, des feuilles de paroles de chansons, et une quantité de tasses et d'assiettes comme si 10 personnes vivaient là. En plus, chacun la teste à sa manière. Baekhyun lui fait des blagues pour voir si elle lâche des infos. C1 l'observe avec un air sérieux, comme s'il évaluait si elle est fiable. Déo lui propose de l'aide calmement, et ça la rend encore plus nerveuse. Et Chaniol, qui fait semblant d'être indifférent, la regarde du coin de l'œil chaque fois qu'elle se déconcentre. Yeon-hye arrive avec son matériel de nettoyage, essayant d'agir comme une adulte, et elle est surprise de voir à quel point la maison est grande à l'intérieur. Son imagination redécolle, mais elle se force à se concentrer. Si elle se disperse, ils vont la griller. Elle nettoie vite, range, balaie, et quand elle arrive près de la zone interdite, elle décide d'obéir. Pourtant, pendant qu'elle étend des vêtements, elle voit quelque chose qui la fait réfléchir. Des masques et des accessoires qui ressemblent à ceux qu'elle a vus la veille au soir. Là, elle comprend que les types bizarres étaient eux, mais qu'elle était trop nerveuse pour relier les points. La curiosité la démange à nouveau. Elle s'approche de la porte de la chambre du deuxième étage et, même si elle essaie de résister, elle finit par entrer juste une seconde. L'endroit ressemble à un studio de musique, avec des choses importantes, des instruments, des objets personnels, et une aura de ne touche à rien. Et là surgit un ennemi universel, un cafard. Yeon-hye, qui passe en mode guerre dès qu'elle voit une bestiole, tente de l'attraper. Sauf que sa bataille tourne au désastre. Elle fait tomber des choses, cogne des meubles, fait du bruit et, sans le vouloir, met la chambre dans un état chaotique. Comme si le drame était programmé, Chaniol apparaît et découvre la pièce saccagée. Il se met en colère, parce que cette chambre est spéciale pour lui, et parce qu'elle a brisé la seule règle qu'on lui avait donnée. Yeon-hye, incapable d'expliquer correctement ce qui s'est passé sans avoir l'air encore plus folle, craque. Elle rougit, les yeux s'embuant,
et s'enfuit en courant, presque en pleurant. Dans l'escalier, elle croise les autres et tout le monde reste confus. Deo, au caractère plus doux, essaie de la calmer et de lui parler gentiment, ce qui ne fait qu'augmenter la nervosité de Yeon-hye. Chaniol observe cette scène et on voit bien son agacement, comme si voir Yeon-hye proche de Deo lui appuyait sur un bouton étrange. Il ne l'admet pas, mais l'ambiance change. Yeon-hye rentre chez elle persuadée qu'elle a gâché sa vie et qu'ils vont la détester pour toujours. Cette même nuit, Yeon-hye se rend compte qu'elle a perdu son téléphone. Elle le cherche, appelle, rien. Puis la vérité lui tombe dessus. Elle l'a laissé dans la chambre de Chaniol. De l'autre côté, Chaniol le trouve, l'allume et, sans le vouloir, découvre le monde privé de Yeon-hye. Des photos, des notes, des trucs de fans. Il comprend qu'elle sait qui ils sont et que ce n'était pas une intrusion par méchanceté, mais juste une fille maladroite et effrayée. Malgré tout, ça l'agace qu'elle ne sache pas gérer la situation. Chaniol répond à un message de Jaeun, sans trop révéler, et fait en sorte que Yeon-hye vienne récupérer le téléphone. Quand Yeon-hye l'apprend, elle panique. Elle veut que son ami y aille, mais Jaeun la force à affronter le désastre. Yeon-hye attend que la maison soit vide pour entrer comme une voleuse élégante, mais évidemment, Chaniol est là. Et quand elle essaie de fuir, il l'arrête. Là se déroule une des scènes les plus comiques. Yeon-hye, le visage rouge tomate, essayant de prouver qu'elle sait bien qui il est, prononce son nom comme si c'était un examen final. Chaniol est surpris, pas par le fanatisme, mais par le côté absurde. Elle le connaît, mais agit comme si elle ne savait pas respirer. Il lui fait comprendre qu'il la veut loin de sa chambre et lui rend le téléphone, mais il se surprend à penser à elle plus qu'il ne le voudrait. Après la frayeur, Yeon-hye attrape un rhume, peut-être à cause du stress, peut-être à cause de l'hiver, peut-être des deux. Elle passe des jours à la maison, enfermée, sous une couverture, l'esprit rempli de scènes honteuses. Les garçons remarquent qu'elle n'est pas revenue nettoyer. Deo s'inquiète et décide de lui envoyer quelque chose de chaud avec Kwang-so, sous prétexte de bon voisinage. Yeon-hye reçoit l'attention, lit la note, et aussitôt son moral remonte. Son cœur, déjà timide, s'emballe triple. Quand Yeon-hye retourne travailler, elle décide de faire les choses bien. Elle arrive sérieuse, s'attache les cheveux, se concentre sur le ménage et se promet de ne plus faire d'erreur. Mais Chaniol apparaît et commence à la taquiner avec des remarques froides, comme s'il voulait vérifier si elle est là pour l'argent ou pour le fanatisme. Yeon-hye se pique, se défend maladroitement et, pour ne pas passer pour une fan obsessionnelle, elle fait semblant que ça ne l'intéresse pas. Chaniol remarque que la blessure d'orgueil de Yeon-hye est réelle, et même si ça lui coûte, il baisse d'un cran. Il ne s'excuse pas gentiment, mais il s'éloigne et la laisse travailler. Pendant ce nouveau départ, Yeon-hye se présente officiellement et fait comprendre qu'elle veut partir, parce qu'elle a l'impression de ne faire que gêner. Mais Chaniol lâche un détail qui la glace. Il connaît déjà son nom. Yeon-hye ne comprend pas comment, et ça lui retourne encore plus la tête. Il accepte ses excuses, lui dit qu'elle peut continuer à travailler et s'en va, comme si de rien n'était. Mais pour elle, qu'un gars comme lui la traite avec une pointe de normalité, c'est trop. La mère de Yeon-hye, bien sûr, s'enthousiasme du salaire et devient plus stricte. Elle exige du professionnalisme, et Yeon-hye finit par signer un contrat de confidentialité pour ne dire à personne que les idoles vivent là. Ça piège Yeon-hye. Elle a la plus grosse nouvelle de l'univers, mais elle ne peut pas la crier. Et quand une rumeur circule sur les réseaux disant que EXO vit dans tel quartier, des fans commencent à apparaître dans la rue pour essayer de confirmer l'adresse. Kwang-so devient un agent de sécurité improvisé et invente des histoires pour les détourner. Parce que si les fans découvrent la vérité, la maison perd sa tranquillité. En parallèle, Kwang-so, qui au début ne croyait rien, devient obsédé. Il cherche des vidéos, apprend qui est qui, et passe de je m'en fiche à cet historique en une journée. Il essaie aussi de faire le cool avec eux, surtout quand l'un des garçons lui demande une direction et finit par boire un café chez lui. À la surprise générale, Kwang-so fait un café excellent, et ça crée une relation bizarre et drôle entre lui et les idoles. Le grand frère protecteur, fier, qui ne veut pas que sa sœur s'approche trop, mais qui au fond est fasciné. Pendant que Yeon-hye travaille, les garçons la testent sans le vouloir. Chacun a son style. Baekhyun est joueur, C1 est plus silencieux mais observe, Deo est gentil et attentionné, et Chaniol agit sérieux, comme s'il ne voulait pas s'impliquer. Yeon-hye a l'impression d'être en examen émotionnel constant. Elle essaie de garder ses distances, mais avec sa timidité et sa tendance à rougir, elle se trahit toute seule. Lors d'une sortie, Yeon-hye tombe sur Min-hwan, son crush du lycée. Rien que de le voir réactive son trauma. Elle se fige à nouveau, la langue se bloque et elle rougit comme un feu rouge. Min-hwan,
qui se souvient qu'elle était déjà très timide, la provoque un peu, et Yeon-hye se sent humilié. Les garçons, en la voyant mal à l'aise, s'approchent en mode tout va bien, ce qui intimide Min-hwan. Yeon-hye garde la sensation que, pour la première fois, quelqu'un l'a soutenue sans qu'elle le demande. Cette même semaine, Yeon-hye se fixe un objectif, réparer sa réputation dans la maison. Pour elle, la première impression compte trop, et elle a l'impression d'être déjà cataloguée comme la voisine folle qui envahit les cuisines des autres. Alors elle devient ultra soigneuse. Elle fait tout briller, organise la cuisine et apprend vite ce que chacun aime. Le problème, c'est que plus elle essaie d'avoir l'air professionnel, plus on voit qu'elle est nerveuse. Elle fait tomber des chiffons et, à chaque bruit de pas, elle se raidit. Lors d'une séance photo, les garçons reçoivent la visite de Kai, qui passe les saluer. Kai a cette aura calme qui attire l'attention sans effort. Quand il voit Yeon-hye, il comprend en 2 secondes qu'elle rougit pour rien. Au lieu de se moquer, il lui parle normalement, lui demande comment est le quartier et lui dit même de ne pas stresser. Yeon-hye, qui ne sait pas gérer les gens sur 2, devient encore plus maladroite. Le plus drôle, c'est que cette gentillesse de Kai ne passe pas inaperçue. Deo le regarde avec curiosité. Baekhyun rit parce qu'il sent le potin dans l'air. Et Chagnol devient plus sérieux. Il ne dit rien, mais on voit bien qu'il n'aime pas que Yeon-hye soit à l'aise avec un autre. Et elle ne fait que sentir que l'atmosphère devient étrange. Ce soir-là, Jaeun l'appelle pour lui tirer des infos. Et Yeon-hye ne peut presque rien dire à cause du contrat de confidentialité. Là, elle réalise à quel point c'est absurde. Elle a ses idoles juste en face, mais elle se sent quand même seule. Et, pour la première fois, elle se demande si ce qu'elle ressent n'est plus seulement du fanatisme, mais aussi cette façon qu'a Chagnol de la regarder quand il pense qu'elle ne s'en rend pas compte. Deo, qui s'est attaché à Yeon-hye, lui propose de l'aider à répéter pour une pièce ou une pratique artistique. Yeon-hye, qui vit dans sa fantaisie, s'imagine que c'est un rendez-vous. Puis elle se rappelle que c'est un travail et elle a honte toute seule. Malgré tout, ce temps avec Deo la rassure, parce qu'il ne la met pas sous pression et parle calmement. Ça construit un triangle silencieux. Yeon-hye ne sait pas ce qu'elle ressent. Deo se rapproche avec affection. Et Chagnol observe avec une jalousie qu'il ne veut pas accepter. Chagnol, de son côté, porte un sujet personnel. Une chaîne ou un collier important pour lui, lié à son grand-père. Il pense que cette maison garde un souvenir ou un objet qu'il veut récupérer. Ce détail le pousse à insister sur cette maison et à rester là, même quand la situation avec la voisine devient un chaos. Parfois il rêve de son grand-père, entend des phrases floues, et se lève en pleine nuit pour fouiller tiroirs et recoins, comme si le collier attendait d'être retrouvé. Un jour, Yeon-hye remarque quelque chose d'étrange. Chagnol en sait trop sur elle. Il connaît son nom sans qu'on le lui ait dit. Il comprend ses réactions, devine ses peurs. Elle se dit que c'est parce qu'il est intelligent, mais elle garde ce malaise. La réponse arrive quand Suho, un membre qui apparaît en soutien, trouve de vieilles photos de Yeon-hye. Sur l'une d'elles, il y a un petit garçon. Et ce petit garçon, c'est Chagnol. Tous en boîte, Chagnol et Yeon-hye étaient des amis d'enfance. Il était Chan, le garçon avec qui elle jouait, celui qui lui faisait des promesses innocentes, et qui a déménagé sans dire au revoir. Elle l'a pleuré pendant des années, sans jamais savoir ce qu'il était devenu. Le problème, c'est que Yeon-hye ne reconnaît pas Chagnol comme Chan, parce qu'il a grandi, changé, et maintenant c'est une star. Pour elle, Chan est resté figé dans son souvenir d'enfant. Et Chagnol, qui lui la reconnaît dès le premier jour, décide de s'approcher sans le dire clairement, en espérant qu'elle se souvienne toute seule. C'est pour ça qu'il lui pose des questions étranges, qu'il la regarde autant, et qu'il s'énerve quand elle ne comprend pas. La vérité finit par exploser quand Yeon-hye, par accident, entre dans un endroit secret de la maison, une pièce cachée qui appartenait au grand-père de Chagnol. Elle y entre par curiosité, et lui la suit. L'endroit est rempli d'objets anciens, de souvenirs, et d'une ambiance qui ressemble à une autre époque. Là, Yeon-hye trouve un jouet ou un détail qui lui rappelle son enfance. Chagnol l'observe et on voit qu'il est à 2 doigts de dire la vérité. Mais à ce moment-là, le destin décide de les enfermer. La porte se bloque, et ils restent coincés. La nuit enfermée est un mélange de tension, de honte et de souvenirs. Yeon-hye râle, panique, rougit 1000 fois. Chagnol, lui, semble calme, comme si cet enfermement était une opportunité. Pendant cette cohabitation forcée, il lâche des indices plus clairs. Elle est perdue. Elle ne comprend pas pourquoi il insiste autant sur le fait qu'elle devrait le reconnaître. Au final, quand il n'y a plus d'issue, Chagnol capitule et lui dit ce qu'il garde depuis si longtemps. Il est Chan, l'ami d'enfance.
Et le collier qu'il cherche est lié à cette histoire familiale. Yeon-hye est sous le choc. D'abord, elle ne le croit pas. Puis, quand elle le regarde vraiment, quand elle entend la façon dont il prononce certaines choses, quand elle sent son cœur réagir comme quand elle était petite, elle comprend que c'est vrai. La honte se mélange à une émotion étrange. Nostalgie, joie, reproche, tout à la fois. Elle ne sait pas si elle doit rire ou pleurer de l'avoir eu en face d'elle tout ce temps sans s'en rendre compte. Pendant qu'ils sont enfermés, dehors, ça devient le chaos. La mère de Yeon-hye panique parce que sa fille a disparu. Les garçons aussi s'inquiètent parce que Chaniol a disparu. Et ce n'est pas le genre à se volatiliser sans prévenir. Kwang-so, qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, finit par trouver l'entrée de la pièce cachée et les libère. Quand Yeon-hye rentre à la maison, sa mère lui passe le savon du siècle et, en plus, lui fait comprendre que dans ce quartier, personne ne disparaît sans prévenir. Après la révélation, Chaniol change. Il ne se cache plus autant derrière le sarcasme. Il commence à traiter Yeon-hye avec plus de douceur, comme s'il voulait rattraper le temps perdu. Yeon-hye change aussi, à sa manière. Elle reste timide, elle continue de rougir, mais elle ne le regarde plus comme un idole, elle le regarde comme Chan. Même si maintenant Chan a un visage de star. Ça n'élimine pas le triangle. Deo comprend aussi qu'entre Yeon-hye et Chaniol, il y a quelque chose de plus profond qu'un simple crush. Malgré tout, il n'abandonne pas vite, parce qu'il tient vraiment à Yeon-hye et il sent qu'avec lui, elle se montre plus libre. Chaniol, lui, devient plus jaloux, et Yeon-hye se retrouve coincé au milieu sans savoir comment réagir sans exploser de honte. Au milieu de tout ça, la pression du monde réel revient. Le groupe a des horaires, des enregistrements, des engagements. Yeon-hye essaie d'organiser une sortie simple avec Chaniol, quelque chose comme se voir au parc, parce qu'elle a besoin de parler et d'éclaircir ce qu'elle ressent. Mais au moment où elle se fait des idées, un problème explose dans l'équipe. L'un des membres fait un malaise et disparaît pendant des heures, et tout le monde panique en imaginant le pire. Chaniol, en tant que membre du groupe, part le chercher, reste éveillé toute la nuit, parle avec le manager et donne la priorité à son coéquipier. Yeon-hye attend au parc dans le froid, le téléphone à la main, et pour la première fois, elle décide de ne pas fuir, elle décide d'attendre. Kwang-so et Jeon essaient de l'emmener, mais elle insiste, convaincue que si Chaniol ne vient pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quand Chaniol apprend enfin qu'elle est là, il est déjà tard. Il arrive, la voix tremblée, et quelque chose se brise en lui. Mais il comprend aussi que sa vie d'idole ne donnera pas de paix à Yeon-hye. Et cette idée l'effraie. Alors, quand la situation du groupe se stabilise et que le moment de partir approche, Chaniol prend une décision dure. Il renvoie Yeon-hye, lui dit qu'elle ne doit plus venir à la maison, et coupe le lien de manière froide pour la protéger. Yeon-hye le vit comme une rupture sans étiquette. Elle a mal, mais elle ne sait pas comment réclamer, parce que techniquement, tout a commencé comme un travail. Les garçons font leurs valises et s'en vont. Yeon-hye reprend sa vie normale, mais elle se sent vide. Dans sa chambre, elle regarde la rue, la maison vide en face, et le silence lui pèse plus que n'importe quelle réprimande. Elle essaie de se convaincre que c'était une illusion, que ce n'était pas si grave, que ça n'a été qu'une histoire folle de vacances. Mais son cœur ne l'écoute pas. Le détail qui la maintient debout, c'est le collier. Chaniol lui laisse le collier dans les mains, comme une promesse. Pas une promesse grandiose, juste quelque chose de simple, qu'il reviendra le chercher, et la chercher, elle. Yeon-hye le garde comme un trésor, même si elle ne sait pas quand il reviendra. Des mois passent. Yeon-hye se concentre sur ses études, sur l'aide à la maison, sur faire semblant que tout va bien. Sa mère continue avec ses menaces de loyer, son frère continue de la taquiner, et Jaeun reste l'ami qui la ramène à la réalité. Mais Yeon-hye, au fond, reste accroché à cet hiver, à l'odeur de la maison d'en face et au visage de Chan en version star. Jusqu'au jour où le quartier bouge à nouveau. Il y a du monde dans la maison d'en face, encore une fois. Sa mère annonce que de nouveaux voisins sont arrivés et que Yeon-hye, évidemment, doit aider. Yeon-hye résiste, parce qu'elle a déjà appris la leçon, mais elle finit par traverser la rue avec le même plateau de nourriture, la même nervosité et, pour compléter la nostalgie, la même peur de s'étouffer. Elle entre, voit la table dressée, sent l'odeur familière, et la scène se répète. Elle manque de s'étouffer avec la nourriture. Mais cette fois, avant que la panique la submerge, quelqu'un lui tend de l'eau. Yeon lève les yeux, et ils sont de retour, Chaniol, Deo, Baekhyun et C1, comme si le temps avait fait un tour complet. Elle reste immobile, le cœur dans la gorge, mais ce n'est plus seulement du fanatisme, c'est une histoire partagée.
Chaniol la regarde comme quelqu'un qui a tenu sa promesse. Il n'a pas besoin de le dire à voix haute. Il est revenu. Yeon-hye, toujours lente à parler, comprend avec son regard. Et même si son visage redevient rouge comme d'habitude, cette fois, elle ne fuit pas. Cette fois, elle reste. L'histoire se termine sur cette sensation, celle d'une fille qui a appris, à son rythme, à arrêter de fuir, et celle d'un garçon qui, malgré la célébrité et le chaos, a choisi de revenir à l'endroit où il avait laissé quelque chose d'important. Et ainsi, entre malentendus, gêne, ménage, souvenirs et un collier passé de main en main, l'amour finit par trouver la bonne porte. Et il reste cette promesse que le meilleur ne fait que commencer pour eux. Fin du drama.